Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons comme quasiment toutes les 3 semaines pour le énième web séminaire qu'organise le Cercle des économistes et qui nous permet au fond de préparer très soigneusement ce que seront les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui auront lieu, je le rappelle, les 2, 3, 4 juillet évidemment de cette année. Je voulais vous dire que nous allons l'animer avec Françoise Benamou, qui est la présidente du Cercle des économistes. Et nous avons un sujet formidable aujourd'hui avec un homme qui n'est pas moi, qui est Pierre Louette. Alors Pierre Louette vient de publier un livre que je mets sous vos yeux, qui est un livre que vous devez tous lire et qui est au fond une sorte de formidable présentation d'un plaidoyer pour remettre en cause l'organisation des GAFA et donc de la technologie et des réseaux tels qu'ils ont été développés depuis maintenant quelques années, mais qui prennent une ampleur absolument inadmissible, incompréhensible, etc. On va faire ça avec Françoise. Je lui cède la parole dans 2 secondes. Je voulais juste dire que Pierre Louette est, comme je l'ai dit, un homme très passionnant. Non seulement il écrit de manière, j'allais dire, très exceptionnelle, je trouve, mais il a une carrière qui lui permet au fond de s'exprimer avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de légitimité, puisqu'au au tout début c'est un haut fonctionnaire, c'est un homme de la Cour des comptes, qui doit prouver qu'il a bien réussi ses études, et puis il va entamer toute une série de choses qui vont de cabinet ministériel auprès du Premier ministre jusque l'agence France Presse, qui est pour nous évidemment une référence absolue dans le domaine des médias, et, disons des sujets qui sont plus proches de la technologie, puisqu'il va devenir directeur exécutif d'Orange. Et puis, je passe sur tous les différents aspects d'une carrière qui est très très importante, même si il est en réalité encore jeune. Et aujourd'hui, il est le patron, je vais employer cette expression parce qu'elle me paraît mieux correspondre à ce qu'est la presse, du groupe de presse Les Échos, Le Parisien. Et donc, c'est à ce titre-là qu'il a ce regard qu'il avait déjà à l'AFP sur, au fond, cette mainmise ou cette intervention incroyable des médias dans le domaine des GAFA dans le domaine des médias. Voilà. Mais son livre est bien d'autres choses et il va vous le présenter dans quelques minutes. Mais je passe d'abord la parole à ma camarade Françoise Benamou, qui est notre présidente du Cercle des économistes et qui est également une femme formidable. Mais ce n'est pas elle dont on va parler aujourd'hui. Merci Jean-Hervé. Écoutez, c'est un plaisir de retrouver Pierre Louette que j'avais croisé du temps où je m'occupais de télécom et je me rappelle la qualité de ses analyses. Il était alors un des dirigeants d'Orange, la qualité de ses analyses, la hauteur de vue et puis aussi sa force de conviction, de mise en question d'ailleurs du régulateur quand il y avait lieu ou quand il n'y avait pas lieu. C'est affaire de point de vue, mais enfin, franchement, j'avais déjà été épatée, disons-le, par ces qualités. Alors, je suis très heureuse de ce débat parce que le sujet qu'on va aborder est absolument essentiel. Il traverse toutes nos vies du matin au soir. Nous sommes rivés à nos téléphones et ici même, d'ailleurs, sur Zoom. Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas Zoom, mais voilà, le numérique nous a sauvés là dans cette crise un petit peu, mais en même temps, on voit bien avec quelle dépendance tous azimuts vis-à-vis des GAFAM. Voilà, donc Pierre, je vous laisse tout de suite la parole. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'est très gentil, c'est trop gentil. Et merci beaucoup de votre invitation, parce que moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir répondre à l'invitation du cercle, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Je fréquente depuis longtemps, et Jean-Hervé et Françoise aussi, effectivement, avec laquelle on a eu de nombreux échanges. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai que moi, j'ai souhaité à un moment ramasser au fond et capturer dans un livre beaucoup de réflexions que j'avais commencé à former depuis des années. Je veux pas du tout me livrer à cet exercice de description d'une carrière, mais simplement, ça fait assez longtemps en fait que je me trouve confronté à des forces grandissantes dont je trouve qu'elles sont devenues aujourd'hui excessives.
Donc voilà le sens général du livre. J'étais il y a très longtemps chez un Premier ministre et j'avais lancé avec Thierry Breton notamment les autoroutes de l'information, le programme français des autoroutes de l'information. C'était une des premières fois qu'on parlait en France de très haut débit et c'était en 94. On parlait pas du tout en fait d'Internet ou à peine. Ensuite, j'ai été parmi ceux qui ont créé les premières web agencies dans le pays, dans le cadre du groupe Havas. Et donc, j'ai fait le premier site Internet de la BNP, de la Générale des Eaux, de Dior, enfin toute une série de marques françaises qui faisaient leurs premiers pas. J'ai assisté, si j'ose dire, à la naissance de certains de ceux dont on va beaucoup parler aujourd'hui, de Google par exemple, et j'ai embrassé tout de suite Google. J'ai choisi Google. À l'époque, il y avait, pour les plus anciens peut-être, Excite, Lycos, il y avait pas mal d'acteurs qui existaient. Et ça donne déjà aussi une indication de ce que j'essaie de montrer dans le livre. La concurrence par les mérites, ça existe. Google a été meilleur que beaucoup d'autres. Donc Google a surmonté une concurrence qui était réelle. Il y avait aussi Alta Vista, Netscape, il y avait pas mal de façons de chercher de l'information. Yahoo était beaucoup plus grand à un moment. C'était plutôt un annuaire qu'un moteur de recherche. Bon, ils ont pris le dessus. Donc j'ai assisté à tout cela et ensuite, effectivement, Jean-Hervé l'a mentionné, à l'AFP, j'ai fait le premier procès en fait face à Google pour faire payer des contenus par Google. Et on reviendra beaucoup là-dessus parce que dans le domaine de la presse et des médias aujourd'hui, c'est le grand enjeu, faire appliquer les lois et faire payer des contenus. Et puis chez Orange aussi, j'étais très régulièrement, tous les mois à peu près à Bruxelles pour essayer de faire valoir l'idée qu'il y avait une chaîne de valeur dans les télécoms et qu'il y avait aussi beaucoup de choses qu'on transportait sans que ceux que l'on transportait, qui occupaient une place croissante et même prépondérante dans nos réseaux, ne contribuent au financement d'infrastructures et sans qu'ils soient soumis au fond à une régulation d'une façon ou d'une autre comparable à la nôtre. Alors, il y a dans ce livre, et merci à Jean-Hervé encore une fois de l'avoir montré, beaucoup d'histoires, bon, une quinzaine d'années en fait de travaux et d'histoires personnelles, beaucoup de notes. Mais là où je me suis décidé à écrire, au-delà du fait que, si j'ose dire, à quelque chose de leur est bon, le premier confinement m'a donné de temps au fond pour travailler et écrire le soir et le week-end sur ce sujet, c'est un moment où j'ai réalisé que j'avais été beaucoup passionné, j'étais d'ailleurs payé pour ça, pour défendre sous une forme de lobbying des positions économiques. Et puis on allait basculer d'un problème économique croissant ou d'un déséquilibre, et on va entrer dans les détails, à un problème plus démocratique. Et là, évidemment, tout de suite les grands mots, mais c'est vraiment le mot qui s'est imposé. J'ai réalisé qu'on était arrivé à un stade où le problème était beaucoup plus large au fond encore que l'économie, qui a déjà bien des prolongements dans la démocratie, c'est tout à fait évident, mais que ça justifiait au fond qu'on essayait d'intervenir et de développer quelques idées. Alors, pour présenter quelques-unes des thèses, et puis j'espère qu'on aura beaucoup d'occasion d'échanger à travers une séquence de questions et de réponses. Moi, encore une fois, le point de départ, c'est voilà des acteurs qui ont changé nos vies. Ils ont changé nos vies depuis qu'ils sont apparus dans nos vies et ils ont pris une place extraordinairement importante dans nos vies. Le point de départ du livre aussi, c'est de rappeler leur histoire, l'histoire au fond presque culturelle, l'ancrage culturel et idéologique, si j'ose dire, de ces géants californiens, on va dire pour simplifier, même si certains n'ont pas leur siège en Californie. Exactement. On a peu à peu d'ailleurs détaché de l'acronyme GAFAM, Microsoft, et j'y reviendrai aussi, qui aussi d'être détaché, qui a longtemps été sous les feux des critiques anti-monopole, mais qui s'en est détaché. Donc une naissance avec des prémices et une promesse extrêmement, comme aurait dit Edgar Morin, générale, générique et généreuse, qui est de dire on va make the world a better place to live. On va faire du monde un meilleur endroit où vivre, on va transformer le monde. Et puis du côté de Google, on va organiser l'information du monde entier avec des étudiants qui se propose à Stanford de download the Internet. On va downloader, on va télécharger dans les ordinateurs de la fac tout ce qu'il y a sur Internet et puis on va l'organiser mieux. Donc c'est une ambition quand même tout à fait noble et intéressante. Et puis du côté de Facebook, on va se concentrer plutôt sur Google et Facebook pour plein de raisons. Un acteur, Zuckerberg, qui crée une entreprise qui a une idée aussi très généreuse, qui est de permettre de rencontrer des filles sur le campus. Après tout, ça reste une préoccupation qui traverse les temps, mais qui à partir de là a développé beaucoup plus que cet annuaire de rencontres.
et qui lui aussi très vite s'est dit je vais avoir une capacité à faire en sorte que l'on passe sa vie dans Facebook. Et lui, il voulait pas download Internet, mais il voulait absorber Internet à un moment. Il s'est dit je vais absorber le web et absorber la capacité à faire tout dans mon univers Facebook. Ça a bien marché pour eux, merci. Donc ça, tout le monde le sait, mais je rappellerai juste quelques chiffres. S'agissant de la France, Google, c'est 93% du search. Voilà. Donc 93% des requêtes effectuées pour chercher l'information sur Internet se font sur Google. Et puis, s'agissant de Facebook, on dépassé les 3,3 milliards de Facebookers, de personnes. Donc pour moi, Google, c'est la recherche du monde et Facebook, c'est l'agora du monde. Voilà, la recherche du monde, l'agora du monde. Des formules certainement, mais quand même qui font sur une réalité qui n'est pas mince, c'est que on a transformé Google en un verbe, on google, on va googler pour chercher, et au fond, Facebook a une capacité, parce que ça lui a été autorisé, et à mon sens ça n'aurait pas dû être le cas, mais une capacité à organiser notre vie et notre navigation entre ces différentes propriétés, c'est-à-dire Facebook, mais si on est un peu moins attaché à Facebook, WhatsApp est bien utile à bien des points de vue. Puis par ailleurs, Instagram est en train de monter aussi et continue à monter très fort auprès d'une population un peu différente, un peu plus jeune. Si Facebook est un peu abandonné par les plus jeunes, eh ben, ils vont quand même dans Instagram. Donc, une capacité à naviguer toujours dans le même univers capitalistique, au sens où ce sont les mêmes propriétaires qui le dominent. Alors, ça, c'est le search du monde et l'agora du monde. Des éléments. Il y a un autre élément important à noter, parce qu'on va parler un petit peu d'argent, et on va se rapprocher là peu à peu du cœur de la problématique pour les médias et donc pour la démocratie par voie de conséquence. Du côté de l'argent, au moment de la création de Google en 1998, les journaux captaient à peu près la moitié des dépenses publicitaires dans le monde. C'était vraiment un chiffre très important, 98. Aujourd'hui, selon le groupe M, c'est environ 8%. Donc, c'est quand même une très 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 violente descente, très violente réduction des revenus. Si on focus sur la France, en France, on estime qu'en 10 ans, les acteurs de la presse française ont perdu 50% de leurs revenus publicitaires en 10 ans. La télé a été assez stable, la radio a un peu baissé, mais pas beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un transfert massif de revenus publicitaires des acteurs de la presse, quotidienne, magazine, toutes les formes de presse, vers de nouveaux acteurs, les acteurs du digital. Et donc aujourd'hui, pour aussi résumer les choses, $1 publicitaire sur 4 dans le monde entier va à Google ou à Facebook. Donc, des parts de marché, pour celles et ceux qui se passionnent pour les analyses de marché et le droit de la concurrence, des parts de marché qui sont quand même spectaculaires, des acteurs, comme on dit, puissants. Moi, j'ai été beaucoup influencé et Françoise y faisait allusion tout à l'heure, par le droit de la concurrence dans le domaine très régulé et réglementé des télécoms, des parts de marché qui font quand même réfléchir pour ces acteurs-là, et des acteurs qui sont donc, au fond, devenus des acteurs publicitaires. Donc voilà, un résumé très rapide de l'évolution. On est parti de cette volonté de faire du monde un meilleur endroit et on est devenu des acteurs publicitaires archi-dominants et qui ont bien l'intention de le rester. Et qui ont d'ailleurs pu bénéficier pour se développer d'une forme d'aveuglement des autorités de régulation en matière de droit de la concurrence, ou des autorités de competition authorities, enfin des régulateurs antitrust, comme on dit, une forme d'aveuglement ou une forme d'inadaptation de ce droit-là. Moi, j'en ai une vision en particulier. Je l'ai vu beaucoup fonctionner. J'ai pu faire, par exemple, devant la Commission européenne, Madame Vestager, j'ai porté un dossier d'Orange, effectivement, dont j'étais un des principaux dirigeants. C'était une acquisition en Espagne. Et on a été en phase 2 devant la Commission de la concurrence. En phase 2, ça veut dire qu'on a passé au total 9 mois à faire des analyses économiques, à présenter plein de dossiers pour acheter un acteur des télécoms en Espagne pour environ 3 milliards d'euros, si je me souviens bien. Donc 9 mois, et on a été autorisé en donnant quelques remèdes, mais ça a été autorisé, donc ça a été tout à fait à son terme. Et dans le même temps, Facebook rachetait WhatsApp en 3 semaines pour 16 milliards de dollars, en 3 semaines pour 16 milliards. Parce que les autorités disaient, en fait, WhatsApp n'a pas de chiffre d'affaires, donc on peut pas avoir un critère de chiffre d'affaires qui fonctionne. Mais je pense qu'ils ont dû quand même s'interroger sur le point de savoir pourquoi
quelqu'un payait aussi cher quelque chose qui n'avait pas de chiffre d'affaires, c'est qu'il y avait là une autre monnaie. Cette monnaie, c'est la monnaie des data. Ça ne surprendra personne. Et là aussi, pour les data, j'ai une formule que j'aime bien rappeler. François sait que c'est ma petite faiblesse, ou grande faiblesse, je ne sais pas. Pour les data, en fait, si les data sont une nouvelle monnaie du monde, eh bien, les GAFA sont les banques centrales. C'est-à-dire que ce sont vraiment eux qui font le brokerage et l'émission et le contrôle de ces data de la plus grande façon, même si, là aussi, il y a quand même des choses qui sont entrées en vigueur. On peut se féliciter parfois de la régulation, et le RGPD a été une façon aussi d'exercer un rôle de contrôle. Alors, j'ai rappelé donc comme ça, dans une sorte de premier temps, toutes les facettes ou une partie des facettes de la puissance de ces acteurs. J'allais dire que cette puissance que j'exprimais en chiffres, elle exprime aussi trois lois qui sont les lois fondamentales de l'économie Internet, donc qui sont des lois qui sont largement liées disons, au marché dans Internet. Chaque marché semble être dominé par un acteur de façon très prépondérante, avec parfois une difficulté à nommer le numéro 2. Hein, c'est comme s'il n'y avait pas ou quasiment pas de numéro 2. On prend une position écrasante. Alors, c'est lié à une loi des rendements croissants. Bon, on va de plus en plus développer une capacité à s'étendre et l'investissement marginal a un impact très important sur la domination qu'on exerce. La loi des effets de réseau. On met en réseau et plus on met en réseau, plus ça fonctionne. Et puis d'ailleurs, dans le domaine du search, plus on est connu et plus les gens cherchent chez vous, mieux le moteur fonctionne. En fait, il s'améliore grâce à l'impact de sa fréquentation croissante. Et puis aussi un autre aspect qui est la baisse des coûts de transaction. On est de plus en plus des plateformes sur lesquelles on peut, grâce à un effet volume, absorber les coûts de plateforme et les coûts de transaction. Donc on a là pu voir se constituer, et d'autres que moi, l'analyse, je ne suis pas un économiste, l'analyse vraiment beaucoup mieux, mais moi je l'ai vu naître, en tout cas je l'ai vu fonctionner, et j'ai vu aussi comment on pouvait, donc dans un cas, faire des acquisitions très chères pour des choses qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, parce qu'on investissait sur autre chose, et puis dans le cas d'Amazon, tout le monde le sait, investir pendant des années à perte, en fait, dans des transports et des livraisons tellement rapides, tellement efficaces aussi qu'elles étaient à perte, développer un grand moteur auxiliaire qui est le cloud pour y trouver de la rentabilité, et puis maintenant avoir aussi des rentabilités dans la livraison, mais parce qu'on a pris une part de marché absolument colossale. Donc, voilà une idée généreuse qui débouche sur une domination sans partage. Pour moi, c'est vraiment la première grande idée que je voulais développer. Alors, avec les médias, et Jean-Hervé, tu m'arrêtes si je suis trop long, je ne me rends pas très bien compte là parce que je m'emporte et m'anime en parlant de ce sujet que j'adore, mais avec les médias, la nature de la relation. En fait, on a pu assister à une sorte de balle un peu maladroit entre les deux catégories. Bon, d'abord, les médias ont cru à un moment que, il fallait s'associer à ces jeunes géants qui grandissaient et qu'on allait retirer un immense bénéfice du trafic qu'ils allaient envoyer. Il a été jugé, c'est très intéressant de le mentionner au passage, dans une récente décision de la Cour d'appel de Paris, il a été jugé tout à fait clairement que l'échange de trafic ne valait pas rémunération de droit, par exemple. Voilà. Donc l'échange de trafic, ça fait partie de ce qui se passe dans Internet, dans le web, pardon, et donc on échange du trafic, mais ça ne vaut pas rémunération. La Cour d'appel de Paris l'a dit, je pense que c'est un point important sur lequel on pourra bâtir dans une affaire qu'on avait créée avec l'Alliance pour la presse en portant plainte contre Google pour non-application, exécution de la loi sur les droits voisins. Je suis sûr que j'aurai l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure, notamment dans des réponses à des questions que vous auriez. Donc, c'est vraiment un point important pour nous. Les médias y ont cru, et puis après, ont été déçus. Moi, j'ai été, quand j'étais directeur général puis PDG de l'AFP, j'ai lancé un procès contre Google, simplement parce que Google utilisait énormément de contenus et ne les payait pas. Je dis, c'est quand même embêtant parce qu'on les vend à d'autres. On les vend effectivement à toutes les catégories de médias dans le monde entier, mais vous, on vous les vend pas, mais ils apparaissent et vous vous en servez. Ils nous disaient, oui, mais on va revenir par le trafic. Ce qui tombait pas bien, c'est que l'AFP n'avait pas de site de destination. C'était l'AFP est plutôt évidemment une entreprise B2B2C que B2C en bon français. Et donc, leur argument ne fonctionnait pas, on a beaucoup ferraillé. J'étais d'ailleurs très seul quand même pour le faire. Les camarades de la presse disaient il faut pas faire ça, faut pas les fâcher, ils vont nous envoyer du trafic et nous rendre tous très riches. Et à la fin quand même, Google a accepté de signer un accord dont je peux pas donner toujours le détail, des années après, ça date de 2007, mais enfin qui permettait à l'AFP d'être rémunéré de façon forfaitaire, même si chacun continuait à défendre son point de vue initial. Donc il y a eu ces premiers échanges là.
Et puis après, il y a eu la réalisation que il y avait une sorte de siphonnage des revenus publicitaires de ceux de la presse. Et peut-être la presse a-t-elle été, je le redis, et je ne le dirai jamais assez, maladroite à plusieurs moments. C'est facile d'en parler comme ça, mais il ne faut pas nier qu'il y a eu des moments d'aveuglement. Il y a eu aussi cet aveuglement qui ressemble à celui des lemmings se jetant du haut d'une falaise, qui était de dire, nous, on va mettre tous nos contenus gracieusement en ligne. Parce que, bon, au début, à quelques exceptions près, dont celle des Échos d'ailleurs, ce dont je me félicite tous les jours, on se disait dans la presse, bon, on vend nos journaux, on va pas en plus vendre sur Internet ou dans le web, qu'est-ce que c'est? Bon, voilà. Donc, ce qui a été mis en place, mis en circulation gracieusement, ça a été un peu compliqué de le faire payer après. Ça, tout le monde comprendra que quand c'est gratuit, c'est difficile de faire payer. Donc, il y a eu des erreurs de la presse, mais enfin, il y a eu quand même globalement un transfert de revenus et d'investissements qui s'est fait au profit des grands acteurs GAFA. Et puis, donc, dans la période la plus récente, on est arrivé à plein de confrontations. Alors, autour je dirais, de 3 thèmes pour faire synthétique. Il y a d'abord un premier thème qui est le partage des commissions. Vous savez très bien, même si ça peut baisser un peu maintenant, mais Apple a souvent prélevé 30% de commission quand un abonné arrivait par Apple. Et il y a beaucoup de trafic sur les iPhones et les plateformes Apple. Donc 30%, bon, c'est pas rien. Donc le partage de la valeur. La dépendance économique qui peu à peu est née. On a, en tant qu'acteur de grands sites Internet comme celui du Parisien, bon, pour donner des chiffres, quoi, on a en général 30%, un peu plus de 30% du trafic qui vient vraiment de Google et un peu plus encore si on ajoute Facebook. On a des millions de nos lecteurs qui sont dans Facebook. Enfin bon, il y a un commerce absolument constant qui se fait avec ces grandes plateformes. Donc, si vous disent, écoutez, si vous n'êtes pas content à tel ou tel endroit, situation théorique, on pourrait aussi arrêter d'envoyer du trafic vers vous, on se sent en dépendance. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis un troisième point qui a vu se constituer des vrais contentieux, qui est autour de la rémunération des contenus. Alors là, un Microsoft, par exemple, depuis des années, achète des contenus pour son portail, et donc a pris cette habitude d'acheter des contenus, là où Google et Facebook ne procédaient pas de la même façon. Et quand est apparu ce problème juridique des droits voisins, dont je mentionnais tout à l'heure l'existence, qui sont en fait des droits d'auteur réservés aux éditeurs de presse, eh bien là, ils ont dit non, notre modèle d'affaires, c'est qu'on n'achète pas de contenu, donc on va pas payer pour ces contenus. On avait beau leur expliquer que c'était pas acheter des contenus, c'était payer des droits, c'est quand même un peu différent. Il y avait vraiment beaucoup de réticences. Je ne trahis pas de secret particulier en disant, puisque ça a été quand même sur la place publique. On a dû, après l'entrée en vigueur de la loi française, donc transposition de la directive sur les droits voisins, qui était le 25 juillet 2019, la loi est entrée en vigueur en octobre pour plein de raisons, et on a constaté que Google nous disait à l'époque, écoutez, si vous voulez que vos contenus restent représentés dans nos résultats de recherche, eh bien, il faut que vous renonciez à la rémunération. Bon, ce qui est une curieuse façon, on en conviendra, d'appliquer une loi. Je voudrais développer un troisième sous-partie très rapidement, et puis ensuite avoir du temps pour les questions et les réponses, j'espère. Mais dernier point, dans le livre, j'ai essayé de formuler quelques propositions. Il y a même une partie assez importante qui est consacrée à ces propositions. Donc, pour à la fois contenir ce que je décris comme de trop grands pouvoirs, et en disant que, évidemment, et pardon de citer l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man, mais avec de bien grands pouvoirs viennent de bien grandes responsabilités. Donc, les jeunes géants sont devenus extrêmement puissants. Donc, il faut trouver des façons de les responsabiliser et de les contenir un peu. Donc, je formule une vingtaine de propositions pour ça. Et notamment, j'insisterai 2 secondes sur celle-là, redonner toute sa modernité, et elle en a beaucoup, à la régulation. Moi, je suis de ceux qui considèrent que, je crois que c'est Frédéric Bastiat, qui est un économiste assez ancien déjà, qui l'avait mentionné, le pire ennemi du capitalisme, c'est le monopole. Le pire ennemi du libéralisme aussi, c'est le monopole. Et donc, on est face à des quasi-monopoles dans certains endroits. J'ai pas décrit complètement une autre mécanique qui est absolument captivante, qui est celle qui est à l'œuvre dans la chaîne programmatique, si vous voulez, des logiciels qui gèrent la publicité en ligne.
si on pourrait, c'est un peu technique, mais décrire ça, ça montre un univers dans lequel, en fait, on confie de l'argent quand on est annonceur à des acteurs, notamment à Google là, en l'espèce, et ben, il y en a une bonne partie, l'essentiel, 84% semble-t-il, qui va rester chez Google. Google ou un de ses différents sites. Et donc, il y a vraiment ce sentiment que ce sont des univers de plus en plus où circule l'argent qu'on leur confie avec pas mal de zones un peu opaques et des univers dont il est très compliqué de sortir. Moi, je vais demander à mes équipes ici dans le groupe si vous pouvez faire une analyse pour regarder est-ce qu'on pourrait se passer de cette chaîne de logiciels, ce qu'on appelle le Google Stack en l'espèce, et ils m'ont dit, écoute, ça serait moins efficace, on y perdrait beaucoup d'argent, c'est assez coûteux à faire. Donc si tu nous demandes vraiment, bon, mais j'ai bien compris que c'était pas... Et donc j'ai compris qu'on était dans une situation dans laquelle c'est difficile, voire impossible, de sortir de cette situation-là, et moi j'appelle ça une forme de dépendance aussi. Donc il y a différentes propositions qu'il faut formuler, qui vont de remettre le droit et renforcer le droit des data. Donc les différents projets de règlement européen vont dans ce sens-là, hein, avec des statuts de gatekeepers qui sont décrits par Madame Vestager et Thierry Breton avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, mais aussi des pistes qui tournent beaucoup plus autour du droit de la concurrence. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai vu comme plutôt une nouvelle très encourageante 2 nominations auxquelles Joe Biden et son équipe viennent de procéder. L'une qui est celle de Lina Khan, qui est une très jeune femme qui a écrit, je crois, dans la Stanford Law Review, un article très important sur la régulation, la nouvelle façon de réguler les GAFA. Et puis Tim Wu, W.U., qui est un économiste de Columbia et très auteur de livres qui font autorité pour moi sur justement l'historique de la régulation et l'historique aussi du travail contre les monopoles qui est passé aux États-Unis par, comme on le sait, le rail, la banque et les télécoms d'ailleurs. Voilà, en indiquant que, pour ma part, je pense qu'on est dans une situation un peu différente. On peut pas absolument, je crois, j'en parle vraiment comme c'est vu de Sirius, on peut pas appliquer exactement les mêmes recettes. Risque, si on arrivait à une forme de démantèlement, c'est que pendant ce temps-là, personne ne va vraiment penser à démanteler les BATX, qui sont un peu les alter ego chinois de nos GAFA. Donc on pourrait aussi se retrouver avec des GAFA, entre guillemets, on en est très loin, mais affaiblis ou découpés en rondelles, et en face des acteurs chinois qui, eux, ne seraient pas. Et donc, en fait, tout ça souligne la grande catégorie que j'ai mis à déployer, à développer dans les télécoms aussi, des asymétries. Alors, vous connaissez très bien les asymétries dans les marchés. Donc, nous, on a une situation très asymétrique par rapport aux GAFA. En général, nous sommes, nous, des acteurs dans les médias, dans les télécoms et dans les médias, si on veut se concentrer sur cet univers auquel j'appartiens, asymétrique. On est beaucoup plus régulé, enserré, on paye nos impôts localement, territorialement, on crée des emplois sur place. Enfin bon, on n'est pas du tout comme eux, des supranationales qui, au fond, pendant longtemps, ont pu faire en sorte d'échapper à la plupart des systèmes de fiscalisation locale en passant avec des systèmes de double Dutch généreusement autorisés par certains États européens, faiblesse européenne aussi que de ne pas avoir cette unité fiscale qui va peut-être changer. Donc c'est une asymétrie en matière de régulation. Les télécoms sont régulés à bloc, la presse l'est à différents points de vue aussi, pas de la même façon. Eux ne le sont pas par aucune autorité. Et donc, tous ces thèmes des asymétries, je pense, sont maintenant bien observés. Et il y a une volonté, je crois, de faire en sorte que ne puissent plus prospérer des grandes acquisitions au profit d'acteurs qui sont déjà archi-dominants, que soit régulée de façon extrêmement forte l'utilisation qui est faite des données. Et c'est là où on arrive peut-être en conclusion de mon propos liminaire. Les données, on en arrive à la question de la démocratie parce que, en fait, on a bien constaté à travers l'épisode Facebook, élection de Donald Trump, qu'il pouvait y avoir des manipulations qui étaient faites à travers des réseaux sociaux aussi importants de l'opinion. Le livre de Christopher Wiley, qui porte un nom terrible, s'appelle Mindfuck, Forgive My French, comme ils disent, mais le titre est assez explicite en même temps. C'est quelqu'un qui a été chez Cambridge Analytica et qui a travaillé beaucoup avec Facebook et qui a pu voir la mécanique algorithmique à l'œuvre, cette mécanique algorithmique qui est une mécanique de la séduction et de l'addiction. Ensuite, il faut le dire, c'est pas du tout être un prophète de malheur, mais dire tout est fait pour vous retenir, puisque la valeur principale, c'est l'engagement. Ce qui fait la création de richesse, au fond, et la publicité, c'est l'engagement. Il faut que un internaute revienne, reste longtemps, ne quitte pas trop l'univers de destination dans lequel il est. Et donc, c'est ainsi que se sont développées ces mécaniques algorithmiques. Quand on applique cette mécanique-là à la formation de l'opinion, évidemment, on a un peu un problème.
c'est qu'on va vous proposer toujours more of the same, c'est-à-dire vous avez regardé ces contenus, ben on en a d'autres pour vous, un peu plus dur, un peu plus dur, un peu plus pointu, un peu plus violent éventuellement, et donc on s'enferme dans ce que j'appelle l'agora mondiale, là je parle de Facebook, on s'enferme dans des segmentations très fortes, dans des silos, au lieu de se réunir et de partager. Et donc c'est là aussi où que, quand on est aussi puissant, quand on peut toucher 3,3 milliards de personnes, eh bien il faut être soumis ou se soumettre à une régulation un peu différente. Alors Facebook est en train d'essayer de l'inventer lui-même en créant une sorte de cour suprême de Facebook, dont on a vu d'ailleurs, et les journaux américains ont relevé qu'elle a été tout de suite dotée d'un budget de fonctionnement supérieur à celui de la Cour suprême de la démocratie américaine, qui est quand même extrêmement importante pour nous dans le monde. L'élection américaine, c'est l'élection du monde en gros. Et donc voilà les moyens dont ils disposent. Et d'ailleurs, cette Cour suprême a déjà pris des décisions qui invalident d'autres décisions de tri et de sélection faites par Facebook. On a confié en fait à, je crois, une quinzaine de milliers de modérateurs un droit de vie ou de mort sur des contenus. Ils ont été souvent dans l'embarras pour interdire qu'on regarde l'origine du monde parce que c'est obscène. Bon, depuis, ça avait quand même été autorisé dans différents lieux publics français et le débat avait été clos il y a déjà quelques dizaines d'années, et par contre autorisé que l'on puisse voir des contenus effrayants avec des morts ou des scènes épouvantables. Bon, voilà, donc c'est très compliqué d'être une entreprise privée et de devoir en fait réguler et avoir une sorte de rôle auquel ils sont toujours refusés. En réalité, d'éditeur, c'est un éditeur, celui qui fait tout le temps des choix et qui détermine ce que le public verra ou ne verra pas. Voilà, donc en conclusion, on est face à des acteurs qui, pour moi, interrogent le rapport entre les entreprises, les très grandes et les plus petites, entre les entreprises et les citoyens, et aussi entre les entreprises et les États. Quand je parle de supranational, ce sont des gens, la moitié du temps passé sur Internet est passé chez eux, donc ce sont des gens qui ont une importance absolument capitale, qui manipulent les données, qui ont changé nos vies, et qui sont comme dans le roman de Steinbeck, mais en tournant un petit peu le sens, des géants qui ne se rendent pas forcément compte que même sans le vouloir, ils peuvent tuer ou ils peuvent renverser la vie des hommes. Et donc c'est à tous ces titres-là que je demande qu'ils soient mieux mis sous le boisseau, contrôlés et régulés. Bien, merci beaucoup. Alors, nous sommes deux. On a plein de questions, donc ce que je suggère, c'est que à la fin, on fasse des commentaires alternativement. Moi, j'ai juste une première, une réaction. Je ne partage pas le sentiment que la régulation permettra de résoudre les problèmes. Je pense que c'est une histoire qui structure tellement l'évolution humaine que c'est pas du niveau du droit de la concurrence. Mais ce qui me frappe, c'est que les termes employés, et je vais te demander de le commenter, des géants et des hommes, tu n'as pas dit des monopoles et des hommes précis sur la régulation de ceci, tu mets en sous-titre pour en finir avec l'emprise des GAFA sur nos vies. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait L'avenir de notre liberté, et le sous-titre, c'est Faut-il démanteler Google? En réalité, jusqu'où crois-tu, alors bon, j'élargis un peu le dispositif et puis je cède la parole après à Françoise, mais jusqu'où crois-tu que la nature humaine ou la nature des institutions peut les conduire, non pas à s'autoréguler, mais à admettre qu'à un moment, elles soient régulées, au-delà des discours. Il y a toujours eu en géopolitique, en histoire, il y a eu Munich, enfin on a toujours eu tout ça, l'histoire. Puis à un moment, les institutions humaines ne peuvent pas s'arrêter. Les campagnes de Russie sont là pour nous le rappeler. Et donc, cette idée que tout ça va se traiter finalement par un bon travail d'économiste, me paraît, moi qui adore l'économie, ça me paraît absolument surréaliste. Et ça n'est pas dans les titres et le vocabulaire employé. Je me tais, la réponse, et puis François. Alors la réponse là-dessus, si j'ose dire, moi longtemps je me suis consolé entre guillemets ou rassuré en me disant, souvenons-nous de ce vieux maître qu'on avait dans les écoles de la République, c'était Jean-Baptiste Durosel qui avait écrit un traité qui s'appelait Tout empire périra. Je disais bon, il y a une espèce de loi, et d'ailleurs c'est assez vrai, probablement à terme, tout empire périt, et puis même ces empires-là trouveront leur némésis ou devront se réformer. Bon. Après, je me suis dit, mais non, mais ça va quand même pas dans ce sens-là véritablement. Et donc, c'est
ça justifie une intervention dans le débat. C'est pour ça que je suis permis d'écrire un bouquin, en fait, parce que je n'en avais pas vraiment l'habitude. Une intervention qui soit effectivement plus large. Alors, mon angle, c'était effectivement au départ l'économie, mais après ça déborde plus largement. Je pense que la meilleure réponse à t'apporter, c'est que la façon dont ils ont pris une place dans nos vies dépasse effectivement largement l'économie. Elle appelle de la part des États à élever sérieusement son niveau de jeu. À élever son niveau de jeu. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Moi, je l'ai vécu. Je me souviens d'avoir assisté, je crois que c'était en 2013 ou 14, le premier sommet européen consacré au numérique. C'est-à-dire qu'il avait fallu, en gros, 17 ans après la naissance de Google pour se rendre compte qu'il y avait un sujet qui était le numérique. Et il est vrai aussi que, pardon de le dire de façon un peu, pas sarcastique, mais bon, enfin, authentique, la plupart de nos dirigeants, jusqu'à ce que ça change, en fait, avec Emmanuel Macron, mais là, ils avaient une pratique du numérique qui n'allait pas jusqu'à l'ordinateur portable, il faut quand même être très très clair. Le SMS en rafale rageuse éventuellement, mais pas le PC, pas le Mac, pas les jeux vidéo, pas tout cet univers-là. Donc il y a un problème de culture au fond. Et bon voilà, l'Europe, elle faisait des sommets super importants sur plein de sujets super importants. Il n'y avait jamais eu de sommet sur le numérique. À l'époque, c'était François Hollande, je crois, qui était président. Ça s'est fait. Il y a eu un sommet et ils se sont dit, quand même, on a un énorme sujet fiscal parce que ça devient des formes d'argent qui ne rentrent pas dans nos caisses, qui prennent des proportions considérables. Il y a un sujet d'emploi. Ça interroge au fond l'économie Internet avec sa concentration en partie autour d'acteurs donc qui font la moitié du temps passé sur Internet. Cette économie-là interroge l'ensemble de nos régulations, l'ensemble de nos lois fiscales, avec leur territorialité, leur assiette, leur capacité de recouvrement, et jusqu'à nos lois électorales, puisque au fond, il faut aussi regarder comment demain on va continuer à former des opinions. Est-ce que c'est par les partis? Est-ce que c'est par les groupes Facebook? Enfin, tout ça est interrogé, la Constitution est interrogée. Donc moi, j'essaie de lancer ce cri au fond d'alarme et qui est un appel à l'action, quoi. Et il faut continuer, et c'est pour ça que c'est bien qu'on puisse en parler, il faut continuer à faire monter cette préoccupation-là. On ne s'en sortira pas avec les recettes d'hier. Le monde a été changé, ils ont changé nos vies, ils ont changé nos mondes, ils ont changé plein de formes de rapports. Donc tu as raison de dire que ça dépasse de loin l'économie, mais j'ai essayé de le dire au début, moi je suis parti au fond de ces problèmes économiques sur lesquels je butais, et je crois que j'ai essayé d'ouvrir à la fin sur une préoccupation beaucoup plus large et plus démocratique. Certainement le droit de la concurrence ne pourra pas tout régler, mais je suis de ceux qui considèrent aussi, et pourtant je l'ai beaucoup subi, j'ai pris 2-3 baffes de droit de la concurrence dans ma vie aussi, mais je suis de ceux qui considèrent que c'est un droit très moderne, c'est un droit très profondément économique, et c'est un droit qui va justement beaucoup plus loin, parce qu'une des façons d'attraper des acteurs de cette nature-là, cette nature nouvelle, cette ontologie nouvelle, c'est avec un droit de la concurrence réformé, que j'appelle droit 2.0 ou 3.0. C'est une bonne façon de les attraper. François, c'est oui. Alors oui, une question toujours sur la régulation, en complément du droit de la concurrence. Il y a évidemment tout le droit qui a trait à la protection de la vie privée, hein. Et vous écrivez, Oui. Pierre, sans nul doute, c'est le combat du siècle, hein, la question de la protection de la vie privée. Mais en même temps, avec la régulation, on est souvent à se mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire que en protégeant la vie privée, est-ce que on ne risque pas de favoriser encore plus les plateformes? En tout cas, la protection telle qu'elle existe via le RGPD. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été mis en évidence par un rapport très intéressant de l'inspection des finances. Mais François, vous avez dangereusement raison. C'est vraiment la métisse, la ruse de l'histoire. On voit comment, à travers RGPD et tout ce qui est en cours, alors on va entrer un peu dans la technique, je sais pas, je me rends pas très bien compte du caractère d'information qu'ont les uns et les autres derrière l'écran, mais on est en train de préparer ce qu'on appelle le monde sans cookies. Voilà. On s'est beaucoup battu en disant les cookies sont des choses qui nous fliquent. Un cookie, donc une sorte de petite signature informatique qui est déposée quand vous passez sur un site et qui peut vous suivre, vous permettre que vous soyez identifié, vous proposer des contenus, toujours des contenus un peu comme ceux que vous avez vus ou que vous pourriez, mais ce qu'on appelle le marketing filtratif collaboratif. Toute forme là aussi de d'innovation intéressante. Bon. Eh bien, on prépare un monde sans cookies. Ben, il faut réaliser qu'aujourd'hui, là, au moment où on se parle, le mieux préparé et l'acteur potentiellement le plus costaud dans un monde cookieless, c'est Google. Donc, vous avez 1000 fois raison. L'évolution qui est demandée est de dire, attendez, enlevez ce qui nous tag, ce qui nous marque, eh bien, en fait, on va peut-être renforcer encore une fois le pouvoir de Google, parce que Google est tellement plus puissant, tellement plus capable d'investir, et déjà, en fait, un océan de consommation. Donc, en réalité,
Dans Google, on pourra se loguer et bénéficier à ce moment-là d'un login single sign-on, en fait, une façon unique de s'être enregistré et naviguer dans tous les univers de Google, YouTube et les autres. Et donc, effectivement, on n'aura plus de cookies, mais on sera logué dans l'univers de Google. Donc là-dessus, on se bat et là-dessus, on rencontre à nouveau, parce qu'il y a aussi, et j'essaie de le dire dans le livre de temps en temps, il y a une grande permanence des problèmes chez nous. C'est que depuis la division des tribus gauloises face à César, on est toujours dans le même état à peu près. Moi, dans la presse, j'ai pris la présidence de l'Alliance pour la presse qui regroupe quand même 250 titres. Enfin, c'est toute la presse quotidienne nationale, régionale, hebdomadaire régionale. Et là, j'essaie de pousser, j'ai du mal à pousser un système de signature unique pour entrer, single sign-on, pour entrer dans l'univers de tous les médias qu'on rassemble et ne pas avoir besoin de se remanifester, ne pas avoir donc besoin de cookies et vivre sans les cookies. Ben, on a du mal à le faire parce que chacun hésite, ça coûte un peu, il faut développer, et certains sont suffisamment paupérisés pour ne pas vouloir investir un petit peu d'argent pour le faire. Donc c'est très dangereux. La régulation, le RGPD a quand même fait du bien, mais c'est vrai que ceux qui s'adaptent le mieux, en fait, et qui franchissent et qui élèvent leur niveau de jeu le mieux, pour l'instant, ça reste les GAFA, donc le problème continue. Merci. Alors, on fait l'alternance. Je pose une des questions. Il y a beaucoup de questions qui arrivent, hein, Oui. qui on va pas pouvoir toutes les traiter aujourd'hui, mais une seule. Alors, je lis la question. Pourquoi n'arrivons-nous pas à concurrencer les GAFAM ou les BATX par des réponses industrielles européennes? Mais tu sais, tu connais tout ça tellement bien, tu as vécu toutes ces périodes-là. Moi, alors, c'est une réponse, pardon pour sa légèreté, mais moi, j'ai vraiment été formé dans des années où la politique industrielle, ça existait, on l'apprenait, ça avait une certaine noblesse. Et, franchement, on trouvait que c'était aussi l'héritage depuis Colbert, je sais pas, enfin, ça avait de la gueule. Et puis après, on a vécu des années, on disait, c'est vraiment lamentable, c'est absolument pitoyable de penser à des choses pareilles. Et c'est vraiment, comment dire, ça craint. En fait, c'est vraiment devenu quelque chose d'assez ridicule. On a vu un Montebourg réanimer cette idée-là dans les années où il a été ministre de l'économie. Et là aussi, pas mal de gens dire que franchement, il était comme une sorte de néandertalien, le pauvre qui revenait dans notre monde. Et maintenant, on voit que beaucoup d'acteurs revendiquent d'une façon ou d'une autre, à droite ou à gauche, hein, si ça existe encore, cette capacité à, oui, bander ses muscles et tendre ses énergies autour de grands projets. Alors, donc, je pense qu'il y a une réhabilitation qui est en cours. Deuxièmement, moi, je continue à y croire qu'à moitié, pour autant. Pardon pour cette réponse un peu ambivalente, mais j'y crois qu'à moitié parce que je crois beaucoup à l'organisation de contexte, l'organisation d'écosystèmes, comme on dit aujourd'hui, l'organisation de terreaux fertiles. La Californie en est un, parce qu'on a une rencontre entre des grandes universités, un esprit d'entreprise et qui quand même revient de loin, hein, c'est quand même aussi le côté allant vers l'ouest pour inventer un monde nouveau, et plein d'argent qui est là parce que le venture capital, même s'il était inventé sur la côte est, a très vite été s'établir plutôt sous le soleil relatif à San Francisco de la côte ouest. Donc ça, cet écosystème-là, avec cette envie d'entreprendre, ça fait qu'on finance des modèles nouveaux. Il y a parmi les VC, les venture capitalistes américains, des gens qui ont refusé de financer Google, qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Il y en a quand même d'autres qui l'ont fait. Donc il y a de l'argent et une volonté de financer. Moi, je crois beaucoup à ça, à la libération des énergies et effectivement à cette modernisation des esprits qui est en cours profondément. Je vais être caricatural et pardon un instant, mais j'ai quand même moi aussi vu en quelques années, dizaines d'années peut-être maintenant, évoluer les mentalités. On se souvient que les Français souhaitaient toujours pour leurs enfants qu'ils deviennent fonctionnaires. C'était quand même la principale envie qui existait il y a 30 ans, si je me souviens bien dans les sondages. Tout ça est vraiment à changer. Qu'ils deviennent entrepreneurs, c'est plutôt un rêve d'aujourd'hui, et tant mieux. Donc ça prend un peu de temps, on est en retard. Et la deuxième chose que j'ajouterais, parce que ça je l'ai vraiment vécu beaucoup dans les affaires que j'ai dirigées, que j'ai co-dirigées, c'est que l'Europe continue à ne pas exister vraiment. Et ça, il n'y a pas d'espace économique européen complet. Moi, dans les télécoms, quand on lançait une opération, quand on achetait une opération en Roumanie, il fallait apprendre un droit de la consommation roumain, une fiscalité roumaine, plein d'aspects du droit qui étaient différents. C'était pas le même qu'en France. Il n'y avait pas véritablement, il n'y avait pas d'entreprise qui était active en France et en Allemagne au même moment dans le même droit. C'est pas vrai. Hein, il y a plein de donc bon, ça fait notre richesse, ça fait notre diversité, mais il n'y a pas d'espace unique. Et on l'a vu, les GAFA l'ont parfaitement compris, et on peut pas leur en faire grief, même si Pascal Saint-Amand, par exemple, lutte avec talent contre tout ça au sein de l'OCDE, mais ils sont nés dans l'optimisation fiscale,
et ils ont été tout de suite s'installer dans les méandres de nos faiblesses, c'est-à-dire que le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, le double Dutch et l'argent qui part dans des paradis très lointains. Voilà. Parce que ça existe, ils l'ont pas inventé, c'est pas illégal d'ailleurs. Ils ont utilisé nos faiblesses. Donc être encore plus européen et être bâtisseur d'écosystèmes et en ouvrant les portes et les fenêtres en disant créer de la richesse, créer de l'entreprise, créer de la valeur, je pense que ça a une vertu et comme ça, on pourra voir naître des licornes et des grands géants. On a déjà un certain nombre d'exemples de très belles réussites. Hein, on pense à, bien, tout le monde cite toujours Criteo, mais qui a appelé ce côté sur le marché américain. Blablacar, je pense, sera une grande réussite. Il y en a d'autres, mais il faut garder nos talents et éviter qu'ils aillent tous sur la côte ouest faire de la programmation et du développement d'entreprise. Alors, peut-être une question de moi et une d'un internaute qui se rejoignent un petit peu. Sur les médias, vous avez mené avec d'autres un formidable combat que vous avez gagné, hein, celui des droits voisins. Et moi, je m'interroge quand même sur ce combat qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, etc. Est-ce que c'est à la hauteur de la question? Dans le fond, la vraie question, c'est pas d'aller chercher de l'argent chez les GAFAM, c'est peut-être aussi de construire des modèles économiques suffisamment forts. Et je crains que, en se focalisant donc sur la défensive, on ne soit pas assez offensif dans la création de nouveaux modèles. Et alors, il y a une question d'un internaute qui rejoint un petit peu ça. Nous savons analyser, certes, les choses, mais quelle stratégie pour les médias traditionnels? Les libraires français n'ont pas voulu créer une plateforme commune fin des années 90 avant l'arrivée d'Amazon. Une telle erreur stratégique a tout permis à Amazon. Alors, très, très intéressant, parce que il y a deux choses. Il y a les droits voisins et il y a les autres stratégies. Je vais commencer par les autres stratégies parce que c'est, au fond, pardon de le dire une fois de plus, mais je suis assez d'accord avec vous, Françoise. Donc, les droits voisins, c'est un combat. Je vais y revenir parce que quand même, on y a donné beaucoup. Hein, on a mis quand même les tripes sur la table et c'est pas facile de se battre contre les GAFA parce qu'en général, là, on a un avocat, ils en ont 10. Là, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens. Mais bon. On n'a pas été mauvais, on a gagné devant l'autorité de la concurrence, on a gagné devant la Cour d'appel de Paris, et je pense qu'il y aura une décision, encore une fois, bientôt de l'autorité sur le fond qui nous sera favorable. Bon, ok, on essaie de faire respecter le droit, et c'est extrêmement important à mes yeux, vraiment. L'Europe a adopté, malgré beaucoup de lobbying, une directive, elle a été transposée en droit français. La France est d'ailleurs la seule à avoir transposé, hein. C'est quand même pas non plus à l'honneur de tous les autres pays qui ont voté la directive qui n'ont pas transposé. Et ce droit positif français, il fait qu'on n'a pas encore de rémunération, alors que cette rémunération est posée par la loi. Donc, mais je pense qu'on y arrivera. Et Google a fait des progrès, et Facebook aussi. Vraiment, il y a eu des avancées. Mais vous avez raison de dire, c'est pas ça qui va changer complètement la nature de nos comptes d'exploitation. Et d'ailleurs, il faut pas. Parce que moi, je ne veux pas du tout qu'on soit dans une nouvelle dépendance. Il serait de dire, bah, au fond, l'essentiel de nos revenus viendrait comme c'est une sorte de manne de la part d'acteurs tellement riches que pour eux, c'est pas très important. Certainement pas. Hein, on est dans une concurrence parfois, mais surtout coopétition, je sais pas si le mot existe, on vit avec eux et il faut que le droit soit respecté, il faut qu'ils payent les droits, mais voilà. L'autre point plus important à mes yeux, et c'est ça qui m'inspire au fond quand même dans mon business, si j'ose dire, tous les jours, c'est qu'il faut, et on est quand même, on essaye activement, j'allais dire, d'apprendre un peu de leurs meilleures pratiques. Parce qu'il y a plein de bonnes pratiques. S'ils ont réussi, c'est qu'ils ont été très bons. Hein. Vraiment, encore une fois, je le dis, je le redis. Moi, j'espère que ça se sent, j'ai pas de haine. Je dis que c'est allé trop loin et qu'il faut intervenir. Et donc, typiquement, ce que l'on fait dans les médias dits classiques. Alors, moi, je parle de ce que je connais bien maintenant, c'est la presse écrite, mais aussi la radio classique fait partie du groupe et des magazines aussi spécialisés. Mais on essaie notamment d'appliquer les meilleures règles possibles de connaissance du client. Donc on utilise, oui, aussi de la data et des algorithmes, bien sûr. On a renforcé nos équipes de data dans le groupe pour avoir une base de données unifiée, purifiée. On est en train on a fini ou on est en train de finir de purger pour être complètement en règle. Les gens qui n'ont pas été sollicités depuis 2 ans, ils seront plus dans la base. On fait ça. Les meilleures pratiques des sous-jacents, la data, c'est le socle, c'est le sous-jacent. Les meilleures pratiques d'analyse des raisons pour lesquelles on s'abonne et on reste abonné à un journal. Donc,
comment on fait de la rétention, comment on fait de la conquête. Ça, c'est exactement ce que font les acteurs de Facebook et de Google pour qu'on vienne plus nombreux et qu'on reste chez eux. Donc, on développe aussi, on profile nos contenus en se disant tel ou tel contenu, tel ou tel format, tel ou tel newsletter est nature à nous faire des abonnés. Donc, on a mis le paquet sur les abonnements numériques et avec du retard par rapport à des acteurs comme Le Monde ou Le Figaro, mais les Échos aujourd'hui ont pas loin de 75 000 abonnés numériques, alors que c'est un journal qui est à la base économique, mais qui est en train d'élargir son champ. Donc un très grand succès. Les Échos ont toujours été payants. Et Le Parisien, depuis que j'ai repris les rênes du groupe, on a fait x7 en fait en nombre d'abonnés numériques, x7, parce qu'on a fait ça, de la data, des programmes et des programmes de conquête. Donc on applique, on essaie d'apprendre. C'est normal, apprendre de ceux qui ont fait mieux et apprendre de leurs meilleures pratiques. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il y a des choses évidemment à retenir d'eux. Alors, ça ne fera pas de nous des acteurs aussi grands pour toutes les raisons. Et vous les connaissez mieux que moi, qui sont ces lois de l'économie. On n'a pas les mêmes effets de réseau, on n'a pas les mêmes effets d'échelle, on n'a pas les mêmes rendements décroissants, on n'a pas tout ça. Parce qu'on a un marché en français en France, on n'a pas la langue anglaise, on n'a pas un marché mondial, on n'est pas une plateforme. Même si on essaie de se plateformiser par moment, nous sommes des titres. Voilà. Par contre, je pense qu'on a, et je tiens et je défends qu'on a un rôle pour la démocratie et la formation des opinions qui est largement plus important que le leur, enfin qui est absolument capital dans notre diversité. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait toujours beaucoup de titres et pas juste un seul titre qui domine le monde. Ça serait la pire angoisse pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais il y a le droit et la bataille des droits voisins. Mais il y a toutes ces autres batailles qui sont des batailles du business. Peut-être juste, Pierre, une dernière question, parce qu'on va essayer de respecter l'horaire d'une heure. Une des questions qui est d'ailleurs là aussi celle d'un internaute, c'est au fond, qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? On a une vision assez simple des relations entre les pouvoirs publics, enfin entre Biden, normalement, les démocrates et les GAFA. On a le sentiment qu'ils sont pro-démocrates, donc ils sont protégés. Deuxième idée assez vraisemblablement juste et à mon avis insuffisante, ils sont le bras armé de la puissance américaine. Mais est-ce que les politiques acceptent facilement, quel que soit l'endroit où ils exercent leur pouvoir, de voir leur pouvoir être remis en cause, d'où l'idée de fiscalité? En un mot, qu'est-ce que tu imagines de l'évolution des GAFA aux États-Unis? Écoute, ce que j'imagine, ce que je crois, en fait, c'est que effectivement, il y a eu tout un temps où ils étaient largement dans la politique industrielle américaine, parce qu'on retrouve cette politique. Il y en a une tout à fait à l'œuvre. Quand l'Amérique interdit Huawei sur son territoire, c'était il y a 10 ans. Il ne fallait pas, dans les cœurs de réseau télécom, du Huawei. Bon, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, le Sénat a organisé une politique, c'était aussi pour protéger des acteurs américains. Ils n'ont pas réussi finalement à les protéger, d'ailleurs pour plein d'autres raisons, mais bon. Donc, il y a eu tout un temps de protection de ces GAFA qui globalement finançaient d'ailleurs le Parti démocrate, comme tu l'as dit. Donc, c'était assez cohérent. Ils étaient, parce qu'on l'a pas rappelé, mais j'essaie de le rappeler dans le livre, ils étaient libertariens. Au début, c'était Stuart Brand, c'était un côté très spontanéiste, joyeux, généreux. Enfin bon, c'était plus démocrate que républicain à différents points de vue, même s'il y a des exceptions. Peter Thiel a toujours été républicain, par exemple, dans les grands acteurs Internet américains. Bon, ça, c'était un premier temps. Moi, j'ai été confronté parfois, d'ailleurs, à des représentants diplomatiques américains qui disaient « N'allez pas trop loin, nous défendrons nos acteurs, il ne faut pas les fiscaliser, les taxer trop, sinon il y aura des rétorsions. » Enfin, c'était quand même assez dur. Trump a été ensuite beaucoup plus en différent avec eux. Mais justement, les suspectant d'être pour ses ennemis politiques, il a commencé à avoir des différends avec eux, et puis tout en étant un immense utilisateur de Twitter, qui n'est pas un GAFAM, enfin bon, d'un réseau social très important. Et puis les débats ont commencé à naître là. Et moi, je dis, ce que je vois, c'est les nominations qui sont faites montrent qu'il y aurait une nouvelle vision du Parti démocrate, mais qui au fond traduit quelque chose qui vient du cœur de l'Amérique. Là aussi, c'est allé tellement loin que je crois 45 procureurs sont tous saisis. On dit on va regarder et investiguer sur la domination de Facebook parce qu'ils commencent à avoir le sentiment que ça peut nuire à l'intérêt des consommateurs et éventuellement nuire à l'intérêt des citoyens. Donc, quand on bascule dans le côté, vous risquez de nuire à l'Amérique de façon aussi massive dans tous les États américains quasiment, eh bien, ça veut dire qu'il y a un mouvement d'opinion qui est en cours. Et donc, je crois qu'il y aura forcément, et on l'a vu, il y aura des nouvelles amendes, ça c'est sûr. Et au fond, quand on a des résultats nets aussi monstrueux, payer même des amendes en milliards, ça coûte, mais ça n'empêche pas de continuer sa route. Il faudra qu'il y ait
une vraie volonté qui s'exerce de réguler, démanteler, annuler ou rendre impossible telle acquisition qui aurait été faite. J'ai tendance à penser que c'est possible aujourd'hui parce que le vent a beaucoup tourné et que, au fond, le plus grand signal, c'est quand une démocratie se sent mise en danger par des acteurs, entreprises aussi puissants, elle se dit il faut qu'on se ressaisisse, le sujet est devenu trop important. Françoise, le mot de la fin. Moi, je montre le bouquin. Je montre le bouquin. C'est ça, pas mal. Alors, c'est plus. Si tu montres le livre, lisez le livre. Excellent livre. En vente chez Amazon, notamment. Oui, c'est vrai. En tout cas, un grand merci. Mais achetez-le en librairie, s'il vous plaît. Tu as juste peut-être un mot pour le Cercle économiste, puisque tu as deux personnes qui portent le cercle dans leur cœur. Radio Classique, nous sommes nés de Radio Classique, donc tu vois. Ouais. Mais tu le savais d'ailleurs, nous avons un lien affectif qui va très très loin Ouais, avec je Radio sais. Classique. Voilà, dans l'histoire. Bon, bonne soirée. Merci beaucoup. beaucoup. Merci de votre accueil Merci. alors. Et bonne soirée à vous Ok. tous. Alors. Et n'oubliez pas,